Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Ce soir, nous sommes avec le docteur Nafissatou Ndiaye-Ba, qui est maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pathologiste et chef du service de pathologie à l'hôpital Dalal Jamm. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir, madame. Alors, docteur Nafissatou est là ce soir pour nous parler de cette pandémie, le Covid-19. Donc, quel est ce virus, ce coronavirus dont on parle tant ces derniers temps dans le monde et surtout depuis le 2 mars au Sénégal. Alors, docteur, qu'est-ce que le coronavirus? Le coronavirus, c'est en fait, c'est un micro-organisme. Les micro-organismes, il y a les bactéries, il y a les parasites, il y a les mycoses, les champignons, et aussi il y a les virus. Donc, ce qui le différencie des autres bactéries, il n'a pas une action stéréotypée. Les autres bactéries, les autres microbes, ils font exactement la même chose, ils ont toujours le même circuit, ils sont toujours vaincus avec les mêmes médicaments. Tandis que le virus, lui, utilise un peu son intelligence et il a à chaque fois des actions qu'on peut ne pas prévoir ou bien on peut ne pas avoir des médicaments qui sont spécifiques. Donc, c'est un microbe qui est très contagieux et qui peut être très dangereux pour l'espèce humaine. Mais surtout, il n'a pas de médicaments spécifiques contre ce virus. Vous dites que c'est un microbe qui est très contagieux, que le coronavirus est très contagieux. Et c'est pour ça qu'on a remarqué que pour lutter contre ce Covid-19, ce coronavirus, on nous parle souvent du lavage des mains tous les jours. On ne cesse de répéter aux gens de se laver les mains avec de l'eau et du savon, que c'est très important. Pourquoi ce lavage des mains? Oui, effectivement, mais si on dit aux gens de se laver les mains avec de l'eau et du savon, c'est pas par plaisir. On aurait pu avoir un autre mode de protection, mais c'est surtout, il y a un soubassement scientifique. Parce que la structure physico-chimique du virus, le virus, il est entouré de gras. Le gras entouré de lipides, qui est un gras, on va dire, basiquement, le virus est entouré de beurre, exemple. Et puisqu'il est entouré de gras, donc si on se lave les mains avec du savon, le savon enlève le gras. Et c'est tout simplement, c'est pour ça qu'on a recommandé, fortement recommandé, les gens soient même obligés de se laver au savon, parce que le virus est gras, c'est comme du beurre. Pour enlever le beurre, il faut se laver au savon. Le gel hydroalcoolique aussi, on sait que le gel hydroalcoolique aussi, il va enlever le gras, et c'est pour ça aussi on a recommandé le gel hydroalcoolique. Mais en dehors de cette propriété du virus qui est entouré par du beurre, il a aussi la possibilité de s'agripper, une possibilité d'être adhésif, comme un aimant. Il est attiré par les cellules épithéliales au niveau de notre main et il va venir se coller au niveau de ces cellules. Donc, pour enlever ce gras, enlever ce virus, on est obligé en même temps de frotter. Parce que si on lave simplement comme ça, on va enlever une partie du virus, mais puisqu'il va s'agripper, il pourra se reconstituer. Oui. Donc, il faut frotter cette fois-ci. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut frotter les mains, que ce soit avec l'eau savonneuse ou bien avec le gel hydroalcoolique, pour ensuite enlever le virus. Et comme je te l'ai dit en introduction, il est extrêmement intelligent. Donc, il va aussi se cacher. Il sait qu'on va le frotter pour l'enlever, donc il va se cacher. Il va se cacher au niveau des espaces interdigitaux. Il va se cacher au niveau des plis qui sont au niveau des doigts. Il va se cacher aussi au niveau du poignet. Donc, il faudra frotter à ce niveau. Il faudra bien nettoyer les espaces interdigitaux, tout en sachant que le virus est gras, qu'il est adhésif, et il faudra bien le frotter pour pouvoir le débusquer. Si on n'a pas de savon aussi, on peut prendre du sable de mer, c'est très efficace, on enlève le gras et ça frotte en même temps, ou de la cendre, communément appelée domoutal aussi, ça peut frotter et enlever en même temps le virus. Et tout juste pour terminer sur ce point ramadan, il faut pas que les gens oublient d'enlever les bagues, mais d'enlever les bracelets et les montres. Les bijoux en général. Les bijoux surtout, en général. D'accord. Alors, en vous entendant parler du lavage des mains, on parle vraiment de certaine hygiène vraiment des mains. Mais est-ce que cette hygiène doit se limiter aux mains? Ah, question pertinente. Parce que les cellules qui constituent la peau, qu'on appelle les cellules épithéliales, qu'on a au niveau de la paume de la main, ce sont les mêmes cellules que nous avons sur tout notre corps. Ça veut dire que le virus, il va venir de façon adhésive se coller au niveau de la paume des mains. Et on parle beaucoup de la paume de la main parce que c'est avec la main qu'on va se transmettre le virus. Mais le virus aussi, il peut s'agglutiner au niveau du corps. Donc, pour être protégé, il faudra aussi porter des manches longues, se couvrir la tête, parce que le virus aussi, il peut vivre sur une surface inerte. Donc, s'il vit sur une surface inerte, il peut aussi vivre sur les cheveux. Et les cheveux, c'est encore plus intéressant que lui, que les surfaces inertes. Donc, il faut se protéger les cheveux avec des foulards ou bien avec des casquettes et surtout se laver correctement.
Et en Afrique, au Sénégal, les gens ont l'habitude de se laver au moins une fois par jour. Donc, lorsqu'on frotte bien notre corps, le virus qui se sera agglutiné pendant la journée, finalement, puisqu'on se lave avec du savon, finalement, là aussi, notre corps va respirer parce qu'on n'aura pas beaucoup de virus qui est agglutiné. Et ça aussi, c'est un élément qui est favorable pour arrêter la propagation du virus. Et qu'est-ce qu'il en est du milieu dans lequel nous vivons ou que nous fréquentons au quotidien? Voilà. Et en fait, un des points faibles du virus, c'est qu'on connaît sa structure physico-chimique et on sait aussi dans quel milieu il aime. Quel est le milieu le plus favorable pour son développement? Eh bien, sa réplication. Parce qu'il se développe tellement rapidement qu'on parle de réplication. On ne parle même plus de multiplication. Et il a été écrit que le virus, il aime les températures qui sont light, hein, quand il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Mais ça, c'est facile à prendre. Le virus est entouré par du beurre. Quand tu mets le beurre à 40 degrés Ramata, qu'est-ce qui se passe? Ton beurre va fondre. Ah, oui. Donc le virus va fondre. Il sera tellement flasque qu'il ne pourra pas voler. Et le virus, il faut qu'il soit dans l'air ambiant pour pouvoir se déposer, mais surtout se déposer sur un organisme humain vivant. S'il fait trop froid, ton beurre, dans le congélateur, il est complètement solide. Ouais. Tu ne peux pas l'étendre sur ton pain. Donc, il faut chercher une température. Donc, c'est pour ça, là, il faut qu'on attende la météo, qui nous donne quelles sont les projections pour le mois d'avril. Parce qu'on dit généralement, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Est-ce qu'il fera frais? Est-ce qu'on aura 20 degrés? Est-ce que les températures seront plus intéressantes pour le virus? On ne sait pas. S'il fait chaud, c'est mieux. Mais si on va à un climat plus tempéré, plus doux, là où ton beurre ne fondra pas, où tu peux facilement te faire une tartine de beurre, eh bien, le virus, là aussi, c'est ça qu'il aime. Il n'aime pas trop chaud, pas trop froid. Pas trop froid. Alors, qu'est-ce qu'il en est des masques? On sait que récemment, beaucoup de pays ont adopté, en plus d'adopter, bien sûr, le fait de faire des tests de masques, beaucoup recommandent, bien sûr, à leur population de mettre tous les masques. Et on vous a vu même venir à cette émission, vraiment couverte d'un masque. Est-ce qu'aujourd'hui, le masque pourrait aider justement à lutter ou à se protéger de ce Covid-19, de ce coronavirus? Oui, le masque, moi, je le porte, ça fait très longtemps. Et heureusement que j'ai vu aussi Nestat Diouf, elle avait porté son masque lorsqu'elle est arrivée. C'est très bien. Au moins, les nafis ont compris qu'il faut porter un masque. Oui. Le masque, au début, l'OMS avait dit que ce n'était pas obligatoire. Ils ne voulaient pas avoir une ruée contre les masques. Parce qu'il fallait impérativement protéger le personnel soignant. Il fallait impérativement protéger ceux qui ont Covid positif. Et si on avait dit au début, il faut prendre des masques, eh bien, il n'y aura plus de masques. Déjà, il y a une surenchère au niveau des masques. Le paquet est passé de 3 500 à 35 000. Les gens sont en train de thésauriser les masques. Ça aussi, c'est un problème. Mais le port du masque, il est indispensable. Maintenant, tout le monde est d'accord que le virus, il vole, il a un comportement d'aérosol. Donc, il est dans l'air ambiant pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et donc, si on a le masque, ça va nous protéger. On ne va pas respirer ce virus, parce que ce n'est plus le contact de la main vers le truc, mais tu peux inspirer ce virus lors de respiration. Aussi, si tu as le masque, tu peux ne pas postillonner, ne pas éternuer et répandre le virus au niveau de l'atmosphère. Et c'est pour ça que le port du masque, il est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de bien le porter, le masque. Mais c'est vraiment déplorable et décourageant. Si les gens ne savent pas porter le masque, c'est mieux qu'ils ne portent pas le masque. C'est vrai. Le masque, ce n'est pas une babette, ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un collier. Le masque, on le porte ou on ne le porte pas. Au début, effectivement, c'est très contraignant. Mais on peut respirer derrière son masque et on peut parler derrière son masque. Parce que si on enlève le masque, on n'est plus protégé et surtout, on ne protège plus. On ne protège plus son vis-à-vis. Et c'est pour ça, dans certains pays, le port du masque sera obligatoire pour éviter les recontaminations. Au Covid-19. Et que pensez-vous de l'idée maintenant qui émerge depuis quelques jours au Sénégal? Il y a certaines personnes qui ont choisi de fabriquer des masques en tissu pour peut-être être plus accessibles aux populations. Oui, moi je pense que le principe est très bien, parce que ça permettra à certains secteurs tels que les tailleurs qui ne travaillent presque plus, ça leur permettra au moins de travailler. Mais ce n'est pas n'importe quel tissu, parce que le virus, si la surface est poreuse, et c'est pour ça qu'il passe à travers la peau pour rentrer au niveau du sang, au niveau du corps, quand il a atteint des taux très importants. Parce que notre peau, elle est poreuse. Donc, un tissu qui est poreux, le virus, il passe par ce tissu poreux-là,
tu as porté un masque, en fait, tu n'es pas protégé. Donc, il faudrait qu'on trouve des astuces pour pouvoir mettre en face de notre bouche, notre nez, un tissu qui n'est pas poreux en interne. Et derrière, on aura le tissu. Ça peut être, je ne sais pas, des couches à jeter. Il y a beaucoup de couches. Et les couches, voilà, tout ce qui... Essayez de voir, mais pas prendre un morceau de Lagos ou bien un morceau de popeline et penser qu'on est protégé. Non, ça ne suffit pas. Il faut aussi un autre écran qui va retenir le virus. Un filtre, en quelque sorte. Oui. Voilà, très important à préciser. Alors, est-ce qu'on peut vraiment éviter ce virus? Parce que tout ce que vous nous dites, on a l'impression que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment très faire attention au quotidien. Il faut faire très attention, il faut être même maniaque. Oui. Le virus, on dit qu'il était manuporté, ça veut dire qu'on le transportait avec les mains. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'est pas manuporté, il est transporté. On le transporte de la tête aux pieds. Hein? Donc, on ne peut pas ne pas être infecté. Parce que même si on se lave avec le savon et qu'on n'a pas lavé le robinet avant de se laver, voilà. Quand on ouvre le robinet, il faut d'abord laver le robinet et se laver après. Et ensuite, on peut fermer le robinet parce que le robinet est propre. Si on a bien fait tout ça, on sort et le volant de la voiture n'est pas lavé, on peut se réinfecter rien qu'avec le volant de la voiture ou bien avec les anses des sacs. Donc, l'infection, elle est inévitable. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut éviter, ce sont des taux importants qui vont entraîner des porteurs sains ou bien qui vont entraîner des stades de maladie. Si aujourd'hui on est en face d'un agresseur, bon, pas les grands agresseurs, mais les petits agresseurs, tu peux te défendre. Oui. Mais même s'ils sont petits et qu'ils sont 1 million, tu ne pourras plus te défendre. Donc si on a une infection, 2 infections avec le virus, notre système immunitaire, ils vont le détruire rapidement. Ils vont finalement comprendre ce virus et maintenant commencer à développer une certaine immunité ou bien une certaine résistance. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on soit envahi du virus en même temps et que ça dépasse le système immunitaire. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on soigne ou on guérit de cette maladie? Voilà. Donc, de façon ici, au Sénégal, j'en profite pour féliciter tous nos collègues qui sont dans les soins. On voit bien que le résultat des traitements, pour le moment, c'est bien, machallah. Certainement, le maximum, on a des formes légères, effectivement. Mais c'est sûr que parmi ces formes, on a effectivement des formes graves. Parce qu'on a dit que 15 à 20% des formes sont des formes graves. Donc, ces formes graves également sont bien gérées, bien qu'on ait quelques décès. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est le traitement médical. Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital. Lorsqu'on n'est pas trop malade, on a des signes mineurs de la grippe, on reste chez soi. On prend de la vitamine C, on se repose. Si on a le nez bouché, on fait un décongestionnement nasal. Si on a de la fièvre, on prend du paracétamol. Et au bout de 2 jours, 3 jours, si les signes persistent, là, il faut appeler ou bien aller consulter. Hein? Et tout en sachant que les formes graves peuvent entraîner des décès, on en a eu quelques-unes. Mais là aussi, on va se dire, est-ce que si de la littérature, on dit qu'on a 15 à 20% de formes graves, peut-être que, entre guillemets, parce que c'est un nouveau virus, on doit prendre tout élément doit être analysé. Est-ce qu'on a une résistance un peu particulière en Afrique, ce qui fait qu'on arrive quand même à avoir un taux de guérison qui est important, parce que dans la littérature, bien, tout ce qui se passe partout dans le monde, ils ont peut-être 5% ou bien 10% de taux de guérison, mais ici on a un taux de guérison qui avoisine le taux de malade, la moitié. Un taux de guérison extrêmement important. Donc, est-ce que nous, notre organisme, parce qu'on est habitué à certaines diarrhées, on est habitué à certaines infections chroniques, qu'on n'est plus résistant à ce virus? Parce que si on voit les Sénégalais de l'extérieur, lorsqu'ils viennent à Dakar, ils boivent de l'eau, ils font des diarrhées. Hein, ils ne supportent plus le régime alimentaire. Est-ce que c'est une immunité qu'on a tant qu'on est au Sénégal ou bien tant qu'on est en Afrique? Parce que même en Afrique du Sud, ils ont près de 2000 cas, mais ils n'ont encore que 2 ou 3 décès. Oui, c'est vrai. Est-ce que dans tout ça, ça doit être analysé et étudié? Tout à fait. Parce que malheureusement, les 2 cas qu'on a aussi, de décès qu'on a eu, c'était quand même des Sénégalais de l'extérieur. Est-ce qu'ils avaient perdu leur immunité? Je ne sais pas. Mais ce sont des constats qu'on doit faire et qu'on doit prendre en compte pour d'éventuelles pistes de recherche. Alors, le nombre de cas a diminué ces derniers jours. On enregistre 3, 4 cas, 5 cas. Est-ce que c'est à dire qu'on a dominé, entre guillemets, le virus? Voilà, effectivement, le constat, si on s'arrête sur le constat, on a une évolution calfeutrée.
de la maladie. Elle évolue à bas bruit, petit à petit, sur des chaussons, sans faire de bruit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'évolue pas. Hein. Cette évolution calfeutrée ne doit pas faire qu'on doit s'endormir sur notre laurier. Parce que si on fait une analyse un peu plus profonde de ce nombre de cas, effectivement, aujourd'hui, nous avons eu une douzaine de cas. Hier, c'était 3 ou 4 cas. Mais ça évolue en dents d'ici. Mais chaque jour, on a des cas. Oui. Il y a les nouveaux cas. Moi, les cas qui étaient sous le contrôle des services du ministère de la Santé, il ne faut pas qu'on les considère que comme des nouveaux cas. C'était des cas pré-attendus. D'accord. Parce qu'on les surveillait. Donc, si on a des cas de Covid-19 là-bas, ce n'est pas tellement extraordinaire parce qu'ils étaient potentiellement malades. Le nouveau cas, c'est les cas communautaires, où ce sont une explosion comme ça, hein, il arrive de je ne sais pas où, il est sorti d'une boîte de Pandore, hop, coucou, un nouveau cas est là. C'est ça la gravité. Et ça, ce n'est pas le chiffre qui est important. Ce n'est pas le cas qui est important, c'est le cumul de cas. Deux cas communautaires aujourd'hui, un hier, 2 avant-hier, ainsi de suite. Depuis quelques jours, tous les jours, on a un cas communautaire au moins. Ça te fait 14, 15 cas, 20 cas communautaires. Et c'est là qu'il faut renforcer les services du ministère. C'est là qu'il faut renforcer nos collègues qui sont dans le suivi épidémiologique, qui font un travail remarquable. Et je les félicite au passage avec la Direction générale de la santé, parce qu'il faut qu'ils retracent tous ces cas communautaires. S'ils ne sont pas dans les mêmes localités, c'est difficile à retracer. Donc ce sont ces cas-là qui vont faire que ce sera ça la gravité de la maladie. Et aussi, on ne compte que les cas qui ont une symptomatologie, ça veut dire qu'ils n'ont que des signes pulmonaires. Tout en sachant que le virus, il n'a pas que des signes pulmonaires. Il peut avoir des signes digestifs, il peut avoir des signes rénaux, il peut avoir des signes au niveau du système nerveux central, une perte de goût, une asthénie, une fatigue générale, et tout ça. Il faudrait donc que nos collègues qui sont dans des spécialités, et aussi, il peut avoir un comportement de maladie auto-immune. Ça veut dire que le virus lui-même, il va faire que les cellules vont détruire eux-mêmes les organes. Donc, pour savoir si on n'a pas beaucoup de nouveaux cas, il faudrait qu'on demande à tous ces services de pneumo, par exemple, est-ce que les 3 derniers mois et les 3 prochains mois, est-ce qu'ils n'ont pas une augmentation du nombre de patients qui est venu consulter pour pneumopathie où on ne savait pas c'est dû à quoi? On appelle les pneumopathies atypiques. Il faudrait que nos collègues qui sont dans les services de médecine interne ou ceux qui sont dans les services de gastro disent effectivement, est-ce qu'ils n'ont pas eu trop de gens qui sont venus pour des douleurs abdominales, qu'au niveau, au niveau des services de néphro, ainsi de suite. Et cette augmentation du nombre des malades il y a 3 mois et peut-être qu'il va se poursuivre sur 2 mois, 3 mois, elle doit être analysée. Mais pas une analyse comme on a l'habitude de le faire en termes de performance. Et lorsqu'on parle dans les hôpitaux de performance, on parle de performance financière. C'est ce qui a gâché tout. Parce qu'à l'hôpital, si tu veux analyser sur terme de performance, ton hôpital produit beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu as beaucoup de malades. Donc ça veut dire que le système de santé est défaillant. Parce que normalement, être malade, ça doit être une exception. Je ne peux pas être malade tous les jours, je ne vais pas travailler. Tu ne peux pas être malade tous les jours, tu ne vas pas travailler. Donc, mais on doit analyser pourquoi dans ces services, on a beaucoup de malades. Et essayer de voir, depuis le mois de décembre, le comparer au mois de décembre des 2 dernières années, pour voir est-ce qu'on n'a pas une augmentation du nombre de consultations qui va te dire qu'effectivement, peut-être le virus est là, mais pas au niveau pulmonaire, mais au niveau des autres organes, parce qu'on peut le retrouver dans n'importe quel tissu de l'organisme. L'autre volet important parmi les cas dont vous parlez, les cas dont on parle, c'est ceux qu'on ne recense pas forcément. Ce sont ceux dont on parlait tout à l'heure, vous et moi, les porteurs sains. Oui, les porteurs sains. Et avant de parler des porteurs sains, je vais revenir, Ramata, si tu le permets, sur les cas communautaires, parce que nous venons d'en parler. Parce que ces cas communautaires-là, c'est ça le maillon faible du système. Il faudrait qu'on essaie de voir, le patient zéro. On n'arrive pas à le retrouver, c'est pour ça qu'on a des cas communautaires. Donc il faudrait qu'on voit sur nos habitudes de tous les jours, comment on fait pour s'infecter sans le savoir. Au niveau des hôpitaux, on peut s'infecter sans le savoir et retourner à la maison. Donc, au niveau des hôpitaux, il faudrait que l'on fasse attention avec les tenues. Il faudrait que l'on voit avec les blanchisseries sur la place. Est-ce que les tenues ne doivent pas être lavées au niveau des blanchisseries? Ça peut être un foyer. On doit aussi voir au niveau de l'alimentation. Hein? On ne peut pas servir du pain avec des gants. On ne peut pas servir, alors que dans les boulangeries, on sert du pain avec les gants.
Moi, j'ai vu une boulangerie où ils servent le pain avec les gants. Et la caissière qui manipule l'argent, elle n'a pas de gants. C'est elle qui devrait porter des gants. On ne peut servir avec des gants qu'un aliment que l'on peut bouillir. On ne peut pas servir des salades avec du gant. Parce que même pour désinfecter la salade avec de l'eau de Javel, l'eau de Javel qu'on peut supporter en tant qu'alimentation, le degré, il est inférieur au degré qui va tuer le coronavirus. Très bien. Donc, tout aliment qu'on ne peut pas bouillir ou bien qu'on ne peut pas réchauffer à plus de 60 degrés, on ne peut pas le servir avec la main. Donc, ça aussi, ça peut être un foyer. Et l'autre foyer, les deux autres foyers, c'est les traitements traditionnels. Très bien. Voilà. Parce que, voilà. Oui, oui. En fait, justement, parce que vous parliez de gants et d'alimentation. Comme ça, en surfant sur le net, j'ai vu quelqu'un qui demandait, qui voulait manger apparemment une pomme dans la rue et demandait s'il pouvait mettre de l'alcool pour consommer. Voilà. Dans la pomme, on la lave au savon. D'accord. On la lave au savon avec une petite éponge et on frotte. D'accord. On frotte la pomme, donc on ne peut pas la manger dans la rue. Oui. Il faudra la manger dans une structure où on peut d'abord la laver au savon, se laver les mains, laver la pomme et ensuite manger la pomme. Parce que le virus, il peut rester sur le fruit plusieurs jours. Donc l'alcool ne sert à rien, quoi. Oui, l'alcool gel, pour la nourriture. Oui, sauf si... non, on ne peut pas. Ouais. On peut pas, parce que l'alcool ne se consomme pas. Voilà. Voilà. Oui, parce que je voulais répondre, je voulais vraiment qu'il ait une réponse à sa Oui, question. Parce que oui. ici, on sait que les Sénégalais, ils achètent souvent à manger dans la rue, Oui. des fruits, un truc du genre, et mangent automatiquement. Voilà. Et comme ils savent qu'il faut laver et que forcément, on n'a pas toujours de l'eau, Oui. ils voulaient vraiment savoir si on pouvait mettre de l'alcool gel. Oui. Et les Sénégalais, ils continuent à cracher. Hein. Tout de suite, j'ai vu quelqu'un qui a craché dans la rue. Hein. Il avait son masque, il avait ses gants, et il a soulevé son masque et il a craché. Voilà. Et donc, pour terminer sur les foyers de cas communautaires, les traitements traditionnels. Les gens sont malades, ils peuvent, après, au bout de 3 jours, 4 jours, ne pas aller consulter, mais aller voir les guérisseurs traditionnels. Là, je crois que l'État doit prendre des mesures drastiques et leur interdire de traiter tous ceux qui viennent chez eux. Ils peuvent, avec des fièvres, mais les signes sont tellement frustres que maintenant, dès qu'ils ont des nouveaux patients, il faut qu'ils les envoient dans les structures de santé, parce que ça, c'est un problème de santé publique. Et pour terminer, c'est aussi la stigmatisation. Il ne faut pas la sous-estimer. Les gens, ils te disent, oui, on a tellement sensibilisé, quand ils sont malades, ils vont venir à l'hôpital. Non. Jusqu'à présent, il y a des gens qui refusent de venir à l'hôpital parce qu'ils se disent que s'ils viennent à l'hôpital et qu'on leur dit qu'ils ont le Covid-19, ça va se répandre dans le quartier, ils auront honte. Et il y a une mamie qui m'a dit que jusqu'à mes petits-enfants, on dira que c'est votre grand-mère qui avait amené le Covid-19. Donc, il y a la tuberculose. Les gens, jusqu'à présent, ils ont honte. Et pourtant, ça se traite. Donc, il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Même le diabète. Des fois, les gens sont diabétiques et ils ont honte de le dire, alors que ce n'est même pas une maladie qui est grave, et ce n'est même pas une maladie qui est contagieuse. Et même le cancer. Les gens Donc, il faudrait que pas que l'on pense que moi, je suis convaincue, toi, tu es convaincu que toute la population est convaincue. Et je pense que c'est culturel, parce qu'au Sénégal, et comme vous venez de le dire, dans toutes les maladies, on n'en arrête pas de sensibiliser et d'informer les gens sur ça. Parce que tout le temps, la personne, en tant que telle, a toujours peur d'évoquer sa maladie par peur d'être stigmatisée, effectivement. Alors, malheureusement, l'émission est presque terminée. Juste pour parler de la manipulation des personnes décédées, malheureusement, il faut qu'on en parle. Dans le monde, au Sénégal, on a eu à perdre des personnes qui nous sont chères du Covid-19. Alors, par rapport à la difficulté, justement, de la manipulation des corps infectés, est-ce qu'il y a un protocole spécial pour ça? Et est-ce que réellement, il y a des risques? Oui, c'est une nouvelle maladie. Donc, forcément, il y a des risques. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à évaluer le risque. Donc, pour évaluer le risque, le cadavre est contaminant jusqu'à combien de temps? Il faudrait faire des tests. On sait que le virus du sida, il vit 6 heures sur un cadavre. Après, il est mort. Le virus de l'hépatite, un peu moins de 24 heures sur un cadavre. Le bacille de Koch, la bactérie qui va entraîner la tuberculose, 3 jours sur un cadavre. Mais est beaucoup plus résistante que les virus. Donc, ce qu'on doit savoir, est-ce que le virus, est-ce qu'il va faire 24 heures, est-ce qu'il va faire 48 heures? Parce que le virus, il ne peut pas vivre indéfiniment sur un cadavre. Parce que de toute façon, il a besoin que le corps produise de l'énergie. Et lui, le virus, comment il fonctionne? Il va dire à la cellule, travaille pour moi. Mais si la cellule est morte, la cellule ne pourra plus travailler pour lui. Et donc, finalement, il va vivre sur ses réserves. Et à force qu'il n'y a plus d'entrée, et finalement, il va finir par mourir lui aussi. Mais combien de temps il va faire pour mourir, c'est là le problème, on ne sait pas. Donc, il faudrait que des tests soient faits sur les défunts, juste parce qu'on sait qu'une personne qui meurt de Covid-19, on sait qu'elle avait le Covid-19,
des prélèvements toutes les heures, toutes les 2 heures, et pour voir jusqu'à combien de temps ce prélèvement va être négatif. On le multiplie sur plusieurs cadavres et on sait ce virus, au bout de 6 heures, au bout de 8 heures, au bout d'un jour, il est inactif. Lorsqu'il est inactif, finalement, le cadavre, le corps ne pose plus aucun danger. D'accord. Et donc, à quand la fin de cette crise, de cette pandémie? Voilà. La crise, il y a une grande guerre et on a la guerre, c'est la mode guérilla. Oui. La guérilla, c'est ce qui est le plus stressant. Donc, parce que ça te use en temps, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et ensuite, finalement, les troupes, elles sont démotivées. Et ça qui est excessivement grave. Et tant que tu auras des cas communautaires, tu seras sur ce mode guérilla. Je suis là, je ne suis pas là, je suis là, je ne suis pas là. Et on joue à cache-cache avec le virus. On ne pourra pas jouer à cache-cache avec lui 4 ans, 5 ans. Ce ne sera pas possible. Donc, on aura la fin que lorsqu'on va trouver un vaccin. Lorsqu'on va trouver un vaccin, parce qu'il faut éviter aussi d'avoir beaucoup d'infections, parce qu'on ne sait pas si le virus il va agir à court terme. Ça veut dire, est-ce qu'il peut entraîner des insuffisances rénales? Est-ce qu'il peut entraîner des cécités? On ne sait pas, est-ce que le virus, s'il est dans le sang des porteurs sains, est-ce qu'il peut entraîner un cancer? On ne sait pas. Donc, ce sera la fin, que lorsqu'on saura le comportement du virus, immédiatement on le sait. À court terme, on va le savoir. À long terme, on doit le savoir. Et c'est lorsqu'on aura vraiment le vaccin, où on pourra tester les gens et mettre le vaccin. Et c'est là qu'on aura dit, ouf, comme pour la tuberculose, on a trouvé le vaccin, c'est bon. Merci beaucoup, Dr Nafi. Malheureusement, l'émission est terminée. Le temps qui nous était donné est terminé. Vraiment, merci de votre présence ici sur cette émission Parlons Santé. Je vous rappelle qu'il s'agit du Dr Nafissatou Ndiaye-Ba, qui est maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également chef du service de pathologie à l'hôpital d'Al Dia. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est donné pour une autre émission Parlons Santé. Excellente suite de programme sur la RTS. Au coucher du soleil, Mbebes. Arpentant les cimes des collines de détritus de Mbebes, la méga décharge de Dakar, Rama Gelissa, le poète, décline ses vers dédiés à la terre, grande victime de la folie des hommes. Soudain, un cri attire son attention. C'est une voix humaine. Dans une caisse, il découvre un nourrisson abandonné. Il l'adopte, l'éduque et lui transmet son amour pour la nature. Dieu soit loué, tu es sauf. Quel bel objet. Je la garde précieusement. Elle sera utile à son heure. Plus tard, tu changeras le monde. Travailleurs, sont-ils? Mon colonel! Bonat, ak ay fleur la fi indiwaat mon colonel. Dans ce milieu hostile et inquiétant, l'enfant peu à peu recrée un univers particulier. Mbebes, le terreau de l'espoir, est un film de Nicolas Sawalo Cissé. Ça commence quel jour, la lutte? Ça démarre comment? Elle vient d'où l'étincelle qui mène à la révolte? Décolonisation. Série documentaire qui retrace l'histoire complexe et chaotique de la décolonisation. Si elle a pris des formes différentes selon les continents et les empires, elle constitue un phénomène global. Une guerre totale qui embrase tout un sous-continent. Les Anglais l'appelleront la révolte des Cipayes. C'est une femme qui va incarner cette lutte formidable. Son nom? Manikarnika També. Nous sommes en 1885.
l'année où l'Afrique est découpée en morceaux. L'appréhender avec un nombre limité de situations à travers 150 ans d'histoire, répartis en 27 récits indépendants, centrés sur un ou deux personnages mondialement connus ou non, et qui incarnent un moment clé des décolonisations en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud-Est, en Inde. Quand le tirailleur sénégalais Lamine Senghor débarque en France au début 1916, la guerre s'est enlisée et l'on n'en voit pas la fin. Il règle ses comptes avec Blaise Diagne, le seul député africain du Parlement français. La France nous connaît lorsqu'elle a besoin de nos soldats, mais elle continue à nous traiter comme des êtres inférieurs lorsque le danger est passé. En 1923, Abdelkrim proclame la République du Rif. Faire sentir à chaque spectateur, d'où qu'il vienne sur la planète, en quoi cette histoire est la sienne. Ho Chi Minh a gagné. Les États-Unis d'Amérique est déterminé à se battre en tout temps et en tout lieu contre le communisme. La série coécrite par Karim Misquet, Pierre Sengaravelou et Marc Ball est réalisée par Karim Misquet en collaboration avec Marc Ball, avec la voix off de Rida Kateb. En feintant les balles, Yacine rejoint son village. Il faut exécuter avant qu'ils ne grandissent, les petits malins comme Yacine. Le 2 décembre 1960, Patrice Lumumba est arrêté. Mobutu exhibe son prisonnier comme un trophée devant les caméras du monde entier. Une coproduction de Programme 33, Arte FR, AT Productions, RTBF et RTS Sénégal. Le 30 janvier 1948, à la prière du soir, il s'approche de Gandhi et lui tire 3 balles dans la poitrine. Ça y est? Elle est finie l'histoire? C'est comme ça que ça se termine? Sur un happy end? Pourtant, tu le sais bien, toi, qu'elle n'est pas terminée, cette histoire. Dès que j'ai vu l'émission pour la toute première fois de ma vie, La soirée fut fructueuse pour nos coachs Lokwa, Charlotte et Nayanka, qui ce soir ont chacun pu convaincre 2 talents. Lokwa Kanza rentre avec Karina Sen et Prince. Il totalise 6 talents dans son équipe.